Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique. Bonsoir à tous, bienvenue au Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M comme chaque mercredi, horaire exceptionnel, 17h pendant le mois de Ramadan. Nous reprendrons bientôt notre horaire habituel. Bonsoir à nos invités. Hassan Mouali, bonsoir. Bonsoir Khaled. Dey Khadridi, bonsoir. Bonsoir. Hassan Qadi, bonsoir. Bonsoir. Akram Khalif, bonsoir. Bonsoir. On commence par l'image marquante de la semaine et on commence avec vous, Akram. Tu allais dire quoi? Non, l'image qui m'a marqué le plus cette semaine, c'est le silence des autorités du ministère des Affaires étrangères quant à la demande de Farhat Mahni d'organiser des milices armées en Kabylie. C'est pas tant la demande, qui ne m'étonne pas venant de cette personne qui me choque, elle me choque, mais c'est surtout le silence des autorités. Hassan Mouali, qu'est-ce qui vous a marqué cette semaine? Je crois qu'il y a trois images en fait. Il y a cette histoire. La dernière, c'est Farhat Mahni justement qui appelle à constituer des milices armées. Il y a l'histoire de la cocaïne à Oran. Et puis la vidéo qui a fait le buzz, la vidéo, le tweet, j'allais dire, Leïla Haddad. Donc je pense que ça mérite quand même qu'on s'y attarde. Dey Khadridi, une image de la semaine? C'est peut-être lié à Farhat Mahni, mais c'est plutôt le fait que Farhat Mahni ait envoyé une équipe nationale de Kabylie jouer dans une Coupe du Monde. C'est la Coupe du Monde de la CONIFA, c'est un truc un peu farfelu de gens qui veulent faire une Coupe du Monde alternative pour un groupe ethnique au Royaume-Uni. Et apparemment, Farhat Mahni a pris ça très au sérieux. Il a envoyé une équipe et ils ont perdu à plat de couture. Donc c'était voilà. Et Hassan, il ne sert à rien de stresser, on vous a pas volé votre image de la semaine. Ça va? Non, c'est un rapport avec le foot, c'est la puissance de BDS. C'est la puissance de BDS. BDS a réussi à faire stopper la machine de la Fédération argentine. Il n'y aura pas de Israël-Argentine demain à Jérusalem. Et le boycott sur les réseaux sociaux, la démarche de BDS que je salue depuis longtemps parce que c'est une très bonne démarche, elle finit par porter des résultats. Voilà, c'est dommage que ça se fasse sur le sang des Palestiniens de Gaza, mais l'isolement d'Israël est en train de se mettre en place. On commence la première partie de ce Café Presse Politique par l'information de la semaine. Vous en avez parlé, Hassan Mouali. C'est bien sûr ces 700 kilos de drogue, de cocaïne saisie au large du port d'Oran, mais c'est surtout l'affaire qui s'en est suivie, et notamment la procédure, beaucoup de questionnements sur la procédure de saisie, et bien sûr ce qui s'est passé à beaucoup de nos confrères journalistes qui ont traité de cette affaire. Comment vous avez réagi à cela, puisque vous avez des chiffres très importants, Hassan? C'est l'importance de la cargaison déjà qui est très surprenante. Alors en fait, nous journalistes, en règle générale, journalistes économiques en particulier, on a été très surpris de la taille de cette saisie parce que ça donne une autre dimension à ce trafic en Algérie. Moi, j'ai dans une émission concurrente à celle-là évoqué un signe d'enrichissement parce que c'est quand même l'enrichissement des classes moyennes qui ouvre un marché à la cocaïne. Jusqu'à maintenant, le gros du narcotrafic, entre guillemets, c'est du cannabis. On dit c'est la drogue du pauvre. Et il y a d'ailleurs le débat de savoir s'il ne faut pas la légaliser en partie, comme ça se le fait dans d'autres pays. Pour la cocaïne, c'est autre chose. Alors, on a reçu dans l'émission Café des experts éco Farhat Ali qui estime que la cargaison devait valoir 7 milliards de dinars avec un ratio 1/6, c'est-à-dire une cargaison de ce type tous les bimestres. On peut imaginer que le marché était aux alentours de 35-40 millions de milliards de dinars. Ça fait une économie. C'est colossal. Voilà. Et près de 20%, 15 à 20% du trafic national de cocaïne en Algérie, donc l'équivalent de 7 milliards de dinars. Akram Khalif.
C'est une cargaison, c'est une cargaison importante. Beaucoup de questionnements sur la procédure de saisie. L'armée est intervenue, ce qui n'est pas habituel que l'armée intervienne personnellement pour saisir de la drogue au large d'un port. Bon, je vais répondre aux deux questions. La première étant la nature de cette saisie. Je suis malheureusement pas d'accord avec Farhat Tali, qui est un grand ami. Je n'estime pas que cette drogue... Déjà, je conteste un petit peu les chiffres, et j'estime que cette drogue n'est pas destinée au marché algérien, et que le marché algérien est un peu plus petit que ce qu'il estime, lui. Un autre point très 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 important, c'est que les narcos, les barons de la cocaïne ne vendent pas aux Africains, y compris aux Algériens. Les narcos, pour des raisons de maîtrise du marché de bout en bout, utilisent la Guinée équatoriale comme port d'attache en Afrique et port de livraison en Afrique. Ils ont leur réseau pour traverser l'Afrique, donc de Guinée équatoriale au sud de l'Europe. Ils sont de l'autre côté aussi. Ils ne vendent jamais aux Africains. Ils travaillent beaucoup avec des dirigeants africains directement, et ils ne leur vendent pas. Non, mais je peux avoir un... Les gens consomment la cocaïne en Algérie. La taille du marché, on s'est trompé dessus, mais les gens consomment la cocaïne dans le football. Il y a plein de footballeurs qui ont été saisis positifs dans la cocaïne. Ils l'achètent où, la cocaïne? Ils la vendent en Afrique, la cocaïne. Qu'est-ce que j'ai dit? Est-ce que j'ai dit qu'ils ne vendaient pas à l'Afrique? Ils ne vendent pas... C'est ce que tu es en train de dire. Non, laisse-moi terminer. Ils ne vendent pas aux revendeurs africains directement. C'est des marchandises qui servent à payer. Je suis en train de parler de revente internationale. Ils ne livrent pas les pays. S'ils livraient les pays, ils livreraient un narco-État comme le Maroc, qui a ses réseaux de distribution vers l'Europe. Ils ne le font pas. Donc, ça veut dire que le marché de destination, c'est l'Algérie. Si c'est venu en Algérie, le canal par lequel ça s'exporte, ça se réexporte vers l'Europe. C'est le gazoduc. C'est aussi l'Algérie. C'est le gazoduc, l'Algérie. Oui, mais par quelle cargaison? Il y a des canaux. Lesquels? On n'a jamais saisi de la drogue, de la cocaïne en provenance d'Algérie sur le marché européen. Est-ce qu'il y a eu un exemple de saisie de la cocaïne? Ce n'est pas saisi que on en a saisi en provenance d'autres pays. De l'Algérie, on n'en a jamais saisi. Ça veut dire que le marché terminal, c'est l'Algérie. Il y a de... Non. Un boucher. Aucun narcotrafiquant algérien ne pourra acheter, en gros, de la drogue du Brésil ou d'ailleurs. Il pourra prélever de la drogue, enfin, je parle de cocaïne, il pourra prélever de la cocaïne sur les réseaux qui existent, qui vont d'Afrique de l'Ouest à l'Europe. Ils sont payés en cocaïne. C'est pour ça qu'il existe un marché en Algérie. Mais il n'y a pas d'achat directement d'Amérique du Sud. Parce que les narcos veulent maîtriser le pipeline logistique de bout en bout. Parce que s'ils vendaient aux Marocains, aux Algériens ou aux Tunisiens... Alors les Algériens consomment de la Mercedes de luxe, ils consomment des BMW de luxe, mais ils ne consomment pas de la cocaïne. C'est-à-dire qu'ils sont interdits ethniquement d'être dans ce standard-là. Tu es en train de parler de marché de détail, je suis en train de parler du marché de gros. Et concernant la... Je suis en train de parler... Non, laisse-moi terminer. Je n'ai pas terminé mon idée. Très bien, avant de passer à la procédure. Donc, cette drogue-là est prélevée par les narcos algériens du réseau normal qui traverse toute l'Afrique pour aller en Europe et sert le marché algérien qui existe. Je le redis, les narcos algériens n'achètent pas du Brésil ou d'Amérique du Sud. C'est un fait exceptionnel. J'imagine que cette cargaison-là devait repartir vers l'étranger et elle a servi de canal pour une revente en gros vers l'étranger, vers le sud de l'Europe. Et pour la procédure, est-ce que c'est habituel que l'armée intervienne comme ça? Que l'armée algérienne intervienne pour de la drogue, non, c'est la première fois qu'elle le fait, mais qu'une armée le fasse, l'armée française, la marine française le fait tous les jours entre l'Afrique et les Caraïbes. C'est quelque chose de très habituel. La loi internationale autorise, tu peux vérifier.
Là, on parle d'un conteneur qui est identifié, dont le destinataire est identifié, qu'on peut saisir, que la douane peut saisir en présence d'un procureur. Non, je vais te répondre. Ce dont tu nous parles, ce sont les trafiquants, quand ils ont des grands avec deux moteurs V8 et qui sont en train de faire du trafic illégal, évidemment que c'est l'armée qui intervient. Mais là, on parle d'un trafic licite. Là, c'est un trafic. Ça revient dans des conteneurs identifiés. C'est pas pareil. C'est de l'ordre de la douane, ça passe par le port et tout. On laisse Akram terminer. Les marines sont autorisées à contrôler les bateaux sur suspicion, à condition que le pavillon accepte, le pays du pavillon accepte. Dans le cas du MSC Vega, c'est le Libéria qui est pays pavillon. Donc, dans le cas du MSC Vega, ils auraient pu le faire au port d'Oran de manière très, très facile. Je pense que c'est une façon de dire que l'armée n'a pas confiance en la douane algérienne. Voilà. Et qu'il y a probablement des suspicions au niveau du port d'Oran, peut-être avec la police, peut-être avec la douane et peut-être aussi avec les services du port. C'est mon hypothèse à moi, je ne pourrais pas le prouver. Hassan Mouali. Je pense la même chose. Tout le monde a été frappé quand même par l'intervention de l'armée, parce que finalement, c'est pas une grosse quantité, même si on n'a pas l'habitude de voir 700 kg de cocaïne, mais c'est pas beaucoup par rapport à ce qui se trafique ailleurs. Donc l'intervention de l'armée et toute la publicité qui a été faite autour de cette opération prouve que il y a quelque chose qui nous échappe. Il y a suspicion vis-à-vis de la douane et tous les autres services intervenants, et ça sent le roussi. On sniffe quelque chose dans cette affaire pour rester dans le langage. Voilà. C'est l'armée qui reprend un peu le contrôle. Oui. On souhaite la bienvenue à Mohamed Iwanouren qui nous rejoint pour ce café presse politique. Comment vous avez réagi à cette affaire de grande saisie de 700 kg de drogue et de toute l'affaire qui s'en est suivie après, malheureusement, qui concerne certains de nos confrères? Ce n'est pas nouveau, ce n'est pas la première fois qu'on découvre parce qu'il y a eu déjà le fameux bateau du port d'Alger qui importait du lait en poudre, et on a découvert à bord 168 kilos de cocaïne. Ça remonte à 2013, 2014, ça remonte pas à 62. Ça remonte à 2013, 2014 à peu près, c'est tout. Donc c'est pas un phénomène nouveau. Et les commanditaires, les vrais commanditaires n'ont pas été même pas auditionnés dans cette opération. On a arrêté tout le monde au niveau du port, les douaniers, etc. Mais on n'a pas arrêté l'importateur du lait. Il n'a pas été inquiété, ni la société qui a affrété le bateau. C'est-à-dire toutes les sociétés qui intervenaient dans l'opération de l'importation du lait n'étaient pas inquiétées dans cette opération. Donc, ça sera la même chose pour cette histoire, pour cette nouvelle histoire. On ne connaîtra jamais les vrais commanditaires de cette opération. La présentation de l'opération a largement contribué au bâclage donc de l'affaire. Dans quelques semaines, on n'en parlera plus. Il y a eu des interpellations quand même. Le propriétaire du conteneur est en garde à vue. Je ne sais pas si d'ailleurs il est toujours en garde à vue ou s'il a été déposé. Mais c'est une opération, en principe, qui va prendre encore du temps. L'enquête va prendre encore du temps. Mais dans quelques semaines, on n'en parlera plus de cette histoire et on ne connaîtra jamais le sort de... En tout cas, on a le sentiment que dès maintenant, on veut qu'on ne parle plus de cette histoire. J'ai posé la question sur la procédure à Akram. Qu'est-ce que vous en pensez, Deira Ihsan, sur la procédure? Qu'est-ce qui se cache derrière le fait que ce soit l'armée qui décide d'intervenir directement au large du port d'Oran? Est-ce que c'est, comme a dit Akram et Hassan, un manque de confiance vers les services de douane? Avant ouais. je voulais juste une précision. Je vous ferai remarquer que c'est l'armée qui annonce des saisies de drogue depuis 2014. Hein. Pas seulement les saisies de drogue. Ce n'est pas la douane, ce n'est pas la police. Hein. On est en train de voir statistiquement que 90% des saisies de drogue qui se font à l'intérieur de l'Algérie, je parle du KIF en provenance du Maroc, ce sont des saisies opérées par l'armée.
Généralement, c'est des brigades mixtes, en fait. Il y a l'armée. Non, depuis longtemps. C'est vrai que, comme ils font tous les jours des communiqués, donc c'est l'armée qui l'annonce. Depuis longtemps, c'est le ministère de la Défense qui communique sur tout ce qui est trafic, terrorisme, tout ce qui est sécuritaire, tout ce qui est... Des Khadridi. Mais je conseillerais peut-être un peu de cannabis après le tour pour détendre l'atmosphère. Et Hassan, la question sur la procédure? Apparemment, c'est ça qui a déclenché la suite, parce que la suite, c'est un papier qui se pose des questions de lutte de clans, de lutte de services, de lutte entre les... C'est le papier de notre collègue Bouhedda Khellaf qui a été interpellé pour cela, et de son éditeur Adlan Mellah. Et ce papier posait la question de pourquoi l'armée et est-ce qu'il n'y a pas une lutte des services. Voilà, c'est une question tout à fait légitime. Moi, je la trouve légitime, qui n'aurait pas dû provoquer ce qui s'est passé, c'est-à-dire une interpellation, une quasi-disparition de ces deux journalistes, enfin l'éditeur et le journaliste. Et donc, je pense que peut-être que si la procédure avait été respectée, peut-être qu'on ne se serait pas arrivé là. Que la cargaison arrive à quai, que la douane, parce que visiblement il y avait une information. On savait on a été tout de suite au conteneur qui contenait ou plusieurs conteneurs qui contenaient. Les autorités espagnoles avaient informé les autorités. Alors ça, on n'est pas, par contre, on est moins sûr. C'est ce qui s'est dit, mais il y a une autre version qui dit que l'information a été lâchée en Algérie et qu'elle a été lâchée plutôt du côté des militaires plutôt que du côté de la police et de la douane, et que c'est pour ça que l'armée a utilisé une information qu'elle a elle-même réussi à obtenir. Mais il faudra vérifier ça. C'est notre travail de journaliste de vérifier auprès des autorités espagnoles. Quelqu'un m'a dit qu'il a parlé de cela avec l'ambassadeur d'Espagne et qu'il aurait dit que c'est pas les Espagnols qui ont alerté les autorités algériennes. Bon, ça vaut ce que ça vaut à ce stade-là, mais si c'est les autorités espagnoles qui ont alerté, a fortiori, on est sûr d'avoir une cargaison, on est sûr de la localiser, on est sûr de l'intercepter, on le fait en principe tranquillement dans le port d'Oran, selon la procédure normale. Et cela nous amène bien sûr à parler de ces affaires d'interpellation et d'emprisonnement de beaucoup de journalistes liés à cette affaire de narcotrafiquants, notamment Saïd Boudour et lanceur d'alerte Noureddin Tounsi, les journalistes d'Algérie Direct, Khalaf Belhadda et Adlan Mellah. Est-ce que ces arrestations sont justifiées selon vous, ou est-ce que vraiment il y a eu des erreurs commises dans la rédaction de certains articles? Comment vous avez réagi à ça, Mohamed? Bon, je ne sais pas quels sont les articles exactement qui ont été incriminés. Je ne peux pas commenter. Donc, mais j'ai lu par contre beaucoup d'informations sur ce sujet, c'est-à-dire qui laisse quand même à dormir debout, quoi. C'est-à-dire quand on fait le lien entre une quantité de drogue interceptée au port d'Oran avec le changement à la tête au bureau politique du FLN, c'est quand même... Il peut y avoir une relation, je n'exclus pas cette relation, mais il faut le prouver. Le problème, c'est dans la manière avec laquelle les journalistes ont été interpellés et pris quand même. Exactement. Je veux dire, si, quels que soient les reproches qu'on peut faire à l'article, et tu le convoques, il vient et c'est-à-dire que ça soit fait de manière dans l'état de droit. Il a été Saïd Boudour, moi je le connais parce que c'est un collègue c'est lui qui m'informe toujours de la condition des migrants à Oran, parce qu'il fait partie de la Ligue des droits de l'homme, du bureau d'Oran de la Ligue des droits de l'homme, et Saïd Boudour a été interpellé par un groupe de policiers qui étaient en civil au moment du ftour, au moment où il sortait du bureau de la Ligue, et il allait, c'est comme si c'était le chef du réseau du cartel. Voilà, du cartel. C'est sur ça qu'il y a un problème, quoi. Hassan ? Je suis totalement d'accord. C'est la manière qui pose problème, parce que finalement, on a l'impression que les policiers, les autorités en général, font ce qu'elles veulent, tout simplement. Elles interpellent à n'importe quel moment, n'importe comment, n'importe qui. Ça commence à en faire trop. Alors, surtout dans la presse. On prend un journaliste comme un malfrat, il sort de son boulot, il va chez lui, on l'interpelle, il disparaît. C'est pourquoi généralement quand on lance l'alerte disparition d'un journaliste, parce qu'on ne sait pas où il est, où est-ce qu'il l'a emmené, qui l'a pris. Parfois c'est des civils, on ne sait même pas s'ils sont des policiers. Donc la moindre des choses, comme
l'a dit Daïcha, c'est que ces gens-là s'identifient, ils fassent les choses normalement, ils se signalent, que ça se fasse publiquement. Après, un journaliste n'est pas un super citoyen. Bien sûr qu'il va payer si vraiment, ce n'est pas parce qu'il a écrit un papier qu'il soit protégé de tout. Non, qu'il est fondé que son papier est diffamatoire, qu'il le paye, qu'il aille en prison et qu'il soit jugé, tout simplement. Mais la manière, ça devient du gangstérisme. Les papiers diffamatoires, il fallait peut-être aller les chercher dans une autre presse, peut-être la presse la plus respectable d'ailleurs, qui a incriminé Kamel Boucher. Nous, on a été beaucoup plus prudents parce que ce sont ces conteneurs quand même, qui viennent du Brésil. Kamel, comment il s'appelle déjà son nom de famille? Présomption d'innocence. Présomption d'innocence. Bon. On verra plus tard si la présomption fonctionne jusqu'au bout. Dans le cas de Saïd Boudour, on voit bien qu'il y a la volonté de sévir avant la volonté de bien savoir pourquoi on sévit. Pourquoi? Parce qu'on l'a transféré avec le lanceur d'alerte Nourdine Tounsi et 2 autres techniciens du port d'Oran jusqu'à Alger. 3 jours en garde à vue, pour qu'ensuite le juge devienne témoin dans l'affaire. On considère qu'en fait on n'a rien. Dans le PV, c'est très important à saisir. Daïcha Delidi, tu as très bien fait d'évoquer les immigrants. On lui a reproché son soutien aux migrants et on lui a reproché d'être membre fondateur du syndicat des éditeurs de la presse électronique. On cherche juste un prétexte. On cherche un prétexte pour ça. C'est la première chose à laquelle j'ai pensé. C'est dit dans le PV. C'est son rôle parce que, en plus, lui, il s'implique, il donne des témoignages, il a fait des vidéos et tout ça. Et pour moi, la manière spectaculaire avec laquelle ils l'ont arrêté, c'est une opération d'intimidation envers tous les journalistes. Bon, alors l'intimidation a marché, malheureusement, je dois le dire. C'est très important. C'est nous au syndicat donc en cours de formation des Algériens des éditeurs de la presse électronique, le SAIPE, tout de suite on s'est emparé de cette affaire, on a lancé l'alerte et puis on a travaillé sur un communiqué commun pour exiger la libération de ces journalistes. En premier, Saïd Boudour qui est membre cofondateur de ce syndicat des éditeurs, étant lui-même un éditeur, l'éditeur de JCA, journaliste citoyen d'Algérie. Eh ben, il y a beaucoup de collègues éditeurs qui ont eu peur, qui nous ont dit, il y a des informations qui marchent sur cette affaire, il y a des gens qui ont cité, dire pourquoi ils ont cité Gaël Saleh, pourquoi ils ont cité le Hamel, c'est compliqué, j'ai senti la peur chez des collègues qui étaient complètement mobilisés il y a 6 mois, quand on a travaillé sur le KTSA, c'est comme ça que ce syndicat est né, qui était très impliqué et qui sur cette affaire-là ont eu peur. Et ma lecture à moi, c'est que la tentative, c'était vraiment de bâillonner la presse, d'abord la presse électronique, sur ce dossier-là, pour qu'elle ne se mette pas à essayer de réfléchir pourquoi ça s'est passé comme ça, qu'est-ce qu'il y a derrière, qui profite de ce trafic, parce que c'est un gros trafic qui a besoin de protection très importante. Il a besoin de protection dans l'appareil de l'État. Il ne faut pas se cacher d'histoire. Dans l'appareil de l'État, souvent on regarde du côté de l'ANP. Il y a déjà eu un précédent. Il y a un général de la 2e région militaire qui a été dégommé parce qu'il était associé au trafic du cannabis avec le Maroc. On disait que c'était le vrai parrain. Il est resté en liberté. Peut-être que c'est faux. On n'a jamais eu de procès pour savoir si c'est faux ou pas. Voilà. Mais c'est une affaire qui est connue. Et je dis, Dieu merci, ils n'ont pas réussi à nous faire peur, parce qu'il y a quand même 20 médias électroniques qui ont signé l'exigence de la libération de Saïd Boudour. Et moi, je veux croire qu'aujourd'hui, cet acte-là a aussi protégé nos collègues. Akram ? Non, ça pose aussi ça pose surtout la question du statut du journaliste électronique. On sait que le délit de presse est un délit, ce n'est pas un crime, il ne nécessite pas un emprisonnement, etc. Et le fait de laisser dans le flou total la presse électronique contribue à ça. Donc il y a eu probablement volonté de bâillonner la presse électronique, de frapper un grand coup, et peut-être aussi pour faire en sorte que les gens se permettent moins de parler, de critiquer. Je ne conteste pas le fait que la presse électronique aujourd'hui dit parfois n'importe quoi, apporte très rarement les preuves, etc. Je pense que la balle est dans le camp du gouvernement algérien. Il devrait laisser la presse électronique s'organiser, il devrait laisser le syndicat se créer, nous gérer, même en négociation avec l'État, une charte de conduite et d'éthique et qui permettrait de réguler la profession et qui permettrait aussi que n'importe quoi ne se passe pas, ne se déroule pas. Est-ce que le site Algérie Direct... C'est pas que la presse électronique, quand même, le n'importe quoi, c'est aussi toutes les télés, les journaux écrits. Commençons par la presse électronique. Je suis contre qu'à chaque fois qu'on accepte
caricature de la presse électronique. Je veux dire, c'est l'état de fait de toute la presse algérienne, quoi. Je veux dire, les journaux écrits font le même genre de choses. Les télévisions, c'est encore pire. C'est pas pour ça qu'on ne doit pas nous réformer. C'est clair. Non, mais c'est pas. Je veux dire, c'est évident. Mais, exactement. Mais c'est pas. Voilà, on fait comme si, parce que c'est ce qu'on a vu à longueur de journée une fois que Saïd Boudour a été interpellé de la manière avec laquelle il a été, que c'est la presse électronique, c'est on fait n'importe quoi, etc. Moi, je suis contre quand en tout cas, ça devrait devenir, ça devrait être une très bonne occasion pour le gouvernement algérien d'assainir cette situation et d'en faire un point de départ pour une meilleure presse électronique et une meilleure presse tout court. C'est un vœu pieux. Pour la presse électronique, moi je pense il y a des sites électroniques que personne ne peut identifier. Oui. C'est là où le problème se pose. Mais il y a d'autres sites, ce sont des entreprises identifiables, le personnel qui travaille sont connus, les journalistes qui travaillent dans ces sites-là sont connus aussi, ce sont des professionnels. Donc il y a deux catégories de sites de journaux électroniques. Ce sont ces journaux électroniques inidentifiables qui posent problème. L'État doit tout simplement organiser, encadrer ce secteur d'activité pour qu'il n'y ait pas à ce stade de la conjoncture dans laquelle nous sommes, nous, éditeurs de presse électronique, je me dois de rapporter cette information. Donc nous avons tenu le 2 mai dernier une conférence de presse du syndicat en constitution, le SAEPE, pour présenter une plateforme et un pacte avec le gouvernement pour développer l'édition digitale et en montrant que c'est dans l'intérêt de tous que l'Algérie ne reste pas un nain dans le domaine des contenus digitaux, ce que nous étions au moment de Durman est complètement écrasé par les télévisions égyptiennes parce qu'on n'avait pas de secteur privé de la télévision, etc. Et avec plein d'autres propositions et tout. Le ministre a reçu donc une demande d'audience d'une délégation formée de 5 journalistes, 5 chefs de 5 éditeurs, et il a fini par répondre la semaine dernière et il a dit: je vous reçois, mais individuellement. Je ne peux pas vous recevoir en délégation. Je reçois les membres de la délégation séparément parce que vous n'êtes pas un syndicat constitué. Bon, quand on est à ce niveau d'irresponsabilité par rapport à un secteur aussi important qui peut être une alternative pour la presse, quand on ne peut pas, c'est une délégation, nous on peut ne pas revendiquer, ça peut, c'est secondaire. L'important c'est de poser les problèmes du secteur, c'est d'interpeller, poser des problèmes, il y a une charte, etc. Il y a des documents écrits. Ben voilà où on en est. Un ministre de la République qui n'est pas en mesure de recevoir une délégation parce qu'il a peur, parce qu'elle n'est pas constituée. C'est terrible. Moi, ça va. Notre ministre du Travail vient de quitter la conférence internationale du travail parce qu'il voulait faire passer la logique algérienne du syndicalisme et on lui a dit va voir ailleurs. Va voir ailleurs, c'est tout. Non, il n'a aucune intention de régler ce secteur de la communication. Algérie Direct fait partie du syndicat ou pas? Non, la bonne nouvelle, c'est qu'il y a 3 ou 4 syndicats éditeurs qui ne faisaient pas partie du syndicat et qui ont trouvé que le syndicat a très bien défendu Saïd Boudour et ils veulent adhérer. Et est-ce que vous pensez qu'il y a eu, comme l'a dit un peu Mohamed, quelque part dérapage de la part de quelques sites ou journalistes? Aucun dérapage, aucune arrestation ne peut être justifiée, mais est-ce que vous pensez que parfois il y a eu plus que du journalisme? À la limite, le commentaire est libre. Chacun peut faire le commentaire. Ce qui m'a fait mal dans cette histoire, c'est le traitement qu'on a réservé à ce Kamel Bouchi. Je ne le connais pas. Je ne sais pas ce mais ça m'a vraiment touché. Pourquoi? Je ne connais pas. La majorité des gens qui ont commenté, parce que le fait qu'il soit boucher, il s'appelle boucher. Donc la profession de boucher en Algérie est une profession mal vue chez les Algériens. C'est-à-dire toutes les professions nobles sont mal vues chez les Algériens. Non, il est promoteur immobilier et accessoirement importateur de viande marginale. Je ne le connais pas. Il n'est pas. Je ne dis pas qu'il est innocent. Je ne l'innocente pas. Non, je dis quel est son métier. C'est lui qui a fait la promotion sur la copropriété de Soreca. Oui, mais on se moque de lui parce qu'il est boucher. Oui, c'est péjoratif. Mais ce n'est pas sa principale activité. L'importation de viande n'est pas sa principale activité. Ce que Mohamed veut relever, c'est qu'il y a eu envers lui déjà comment dire, on n'a pas respecté la présomption d'innocence, on a donné son nom en pâture. Attendez, ce monsieur a acheté
toute l'administration à Alger, j'assume ce que je dis, dans le cas de Sorecal. Il a acheté toute l'administration d'Alger. Le prochain, pour moi, le personnage public qui est là, interrogé et questionné, c'est le Walid Al-Zour, qui lui a dû donner des autorisations pour qu'il enlève la copropriété à Sorecal, aux gens qui habitent Sorecal. Quand ils achètent l'appartement, ils achètent tous les terrains attenants. Il leur a enlevé d'autorité, il a réussi à le faire avec l'appui de l'administration. Voilà, moi j'interpelle le Walid Al-Zour. Comment a-t-il pu protéger une telle forfaiture? Ce monsieur s'achète des protections. Voilà. Après, présomption d'innocence. Akram? Présomption d'innocence pour tout le monde. Ça s'applique sur tout le monde. Et à tout le monde. Le Café Presse Politique revient dans un petit moment. Merci. Les nuits vous paraissent longues. Vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir. Vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le Café Presse, politique. Bienvenue à la deuxième partie du CPP, le Café Presse Politique. Nous sommes en direct sur Radio M avec nos invités. Eh bien, samedi est un grand jour puisque Radio M a eu l'idée d'organiser un grand jogging féminin. C'est une très bonne initiative, c'est une très bonne chose, mais malheureusement qui résulte d'un événement déplorable qui s'est passé en fin de semaine dernière lorsqu'une jeune fille s'est fait agresser verbalement et physiquement, je pense, 1 heure avant l'interruption du jeûne parce qu'elle faisait son jogging quotidien dans la rue. Eh bien, elle a été agressée par des individus qui lui disaient que sa place était dans la cuisine. Elle a fait une vidéo en pleurs qui a fait un buzz incroyable. Et donc, il y a eu cette réponse de Radio M. D'abord, première chose, Ihsan, comment est venue cette idée de faire ce jogging? Parce que je pense que vous êtes un des responsables de Non, je ne suis pas le responsable. Ça, c'est les femmes dans leur chair qui ressentent plus ça, il faut dire la vérité. Et donc, c'est forcément des femmes qui ont réagi les premières à cela et qui ont pensé à le faire. Parmi ces femmes, il y a Tinhinan Radi, ma fille, qui a voulu lancer avec ses amis cette initiative pour occuper le terrain et venir en solidarité avec Rima. Et l'idée, chemin faisant, est apparue que peut-être en étant solidaires nous-mêmes de cette initiative avec Radio M, on donnerait plus d'ampleur et d'amplitude à cette action. Mais sincèrement, c'est une action qui vient d'un groupe de filles qui voulaient réagir et qui étaient très interpellées par ce qui est arrivé. On ne sait pas si Rima sera présente à Alger? Apparemment non, parce qu'elle souhaite ne pas être en première ligne sur cette affaire, mais elle soutient toutes les actions qui sont liées à la protestation contre ce qui s'est passé. Et je dois noter d'ailleurs au passage que depuis que cet événement a été lancé, il a fait des petits, un groupe de filles à Constantine et un autre groupe de filles à Annaba qui s'est promis de faire la même chose samedi 18h à la même heure sur le thème Solidarité avec Rima. Nous courons à l'heure qui précède le ftour. Et c'est pas une fake news comme l'affaire des bikinis? Souvenez-vous, dans les plages algéroises, on va confirmer que c'est pas une fake news puisqu'on sera tous samedi. Est-ce que les hommes sont les bienvenus à ce grand jogging féminin? C'est un débat, c'est ouvert, c'est open. L'initiative, elle est lancée, après elle appartient à ceux qui vont y participer. Donc je pense qu'il y aura des hommes, forcément. Après, de quelle place ils prendront dans le jogging, ça se discutera à mon avis sur place, c'est cool. Hein, Akram Khalil va venir et il veut savoir s'il sera le bienvenu ou pas. Comment vous avez réagi à cette agression? Je n'ai pas parlé de la partie gendarmerie, je la laisse aux autres. Et comment vous avez réagi à cette agression et comment vous avez agi à cette action? Est-ce que vous pensez que c'est bien ou que c'est pas bien de réagir de cette manière? Alors, comme beaucoup de gens, j'ai été émue par cette petite jeune qui est en larmes, en fait. Elle se filme elle-même et qui raconte qu'elle a toujours fait du jogging et qu'elle l'a toujours fait toute seule, qu'elle le fait Ramadan, etc. Et qu'elle se fasse agresser de cette manière par quelqu'un qui lui a dit, en fait, à cette heure-ci, tu devrais te connaître la cuisine, Taïbi. Et donc...
comment dire, c'est quelque chose, c'est quelque chose qui m'a ému, ce qu'a fait, c'est-à-dire la vidéo qu'a faite cette jeune femme. Maintenant, l'action elle-même, moi je soutiens absolument toutes les actions qui jettent la lumière sur la violence contre les femmes, les violences contre les femmes dans notre pays. Il faut absolument c'est-à-dire, quelle que soit la manière avec laquelle on l'a fait, moi je suis pour qu'on la fasse. Bon, sur cette action-là, moi, dans le débat, j'étais pour qu'on fasse une action devant la gendarmerie nationale. Mais si c'est un footing de femmes qui vient en solidarité avec cette jeune femme, je soutiens complètement. Mais puisque le monsieur qui a frappé cette jeune femme, il lui dit pourquoi tu es là, pourquoi tu es pas à la cuisine. Moi, j'aimerais bien vous poser la question, puisque vous voulez être solidaire. Vous qu'est-ce que vous faites là? Pour que si vous êtes là, ça veut dire que ce sont vos femmes qui sont dans la cuisine, non? Non. Moi, je mange au restaurant. Aujourd'hui, je mange au restaurant, c'est clair. Il est trop tard pour que je rentre à la maison. D'accord. Mais sinon, les autres? Bah, moi aussi. Mohamed, comment vous avez réagi à ça? Non, moi, c'est le comportement de la gendarmerie qui m'a beaucoup plus... Oui, c'est ça. Il faut préciser aux auditeurs ce qu'aurait dit le gendarme. Elle dit elle-même, la pauvre, elle dit elle-même, ce qui m'a le plus choqué, les ratni l'acteur, c'est elle est partie voir les gendarmes, elle leur a dit voilà ce qui s'est passé. Et ils lui ont dit bien sûr on واش راك ديري هنا hein وعلاش راك ديري footing. Donc ils n'ont pas pris sa plainte, c'est-à-dire c'est la pire des choses qui puisse arriver. Bon, moi j'ai essayé de contacter cette jeune femme parce que je voulais savoir si elle voulait un avocat ou une avocate pour l'aider, si elle avait besoin de soutien, parce qu'il y a des associations féminines dans ce pays qui font un travail fabuleux, etc. Donc pour la mettre en contact. Mais le jeune animateur de télévision Younes Bouseksou qui a lancé la vidéo m'a expliqué qu'elle avait un peu pris peur et qu'elle s'était un peu évanouie, quoi. Elle a fermé son compte Facebook, son compte Instagram. Sur un plateau télé, privé. Oui. Récemment. Avant-hier ou hier. Oui, je sais pas. Moi, je pense que c'est pas nouveau. Hein. Donc, il y a le mot normalisation de la violence dans le texte. C'est pas vrai. Il y a toujours eu de la violence dans ce pays contre les femmes. C'est pas quelque chose qui est nouveau, qui a été normalisé. En même temps, il y a Ramadan. Et Ramadan, ça ajoute. Et c'est pour ça que je soutiens cette initiative. Ça ajoute à la violence ordinaire contre les femmes. Les hommes ont faim, les hommes ont soif, ils n'ont pas fumé, ils n'ont pas bu de café. Quand on conduit et qu'on est femme, on entend toutes sortes de choses. Et parfois, il y en a qui descendent pour te frapper parce que tu les réponds Ramadan. Donc et donc c'est vrai qu'il faut apporter plus de protection aux femmes pendant le Ramadan. Et de là à passer au sujet de l'intolérance fait Ramadan, je crois que ce sont deux sujets très liés, celui de la violence contre les femmes et de l'intolérance des Algériens. De la violence de manière générale, parce que pas que les pendant femmes. le Ramadan. Ouais. Hassan. Moi, je pense que Ramadan n'y est pour rien. Bon, peut-être que c'est un facteur, comment dirais-je... C'est un facteur aggravant. Je suis d'accord avec toi. D'accord. Oui. Mais on a besoin d'être un peu plus protégés quand même. Hein. On est tous violents, femmes et hommes, c'est normal. Mais bon, en dehors de ça, je pense que il y a un phénomène de banalisation de la violence dans ce pays. La banalisation du côté des citoyens et même des autorités. Quand un gendarme dit à la jeune fille pourquoi vous êtes venu courir, pourquoi vous n'êtes pas resté chez vous, là c'est grave. Je pense que c'est au-delà de la violence en elle-même, c'est ce que dit ce gendarme à la jeune fille qui pose problème. Ça veut dire qu'on est à ce point, la violence est à ce point banalisée dans ce pays. On se souvient je le dis souvent, ce qui s'est passé pour la ressortissante camerounaise à Oran qui a été violée par plusieurs Algériens, et au final quand elle est partie dans une clinique ou un hôpital, on n'a pas voulu la soigner parce qu'elle n'avait pas de papier. Voilà la déshumanisation de nos institutions, ça pose problème. Donc c'est à peu près la même chose. En même temps, il faut qu'on reconnaisse qu'il y a un phénomène de la bigoterie qui s'installe dans ce pays. La religion, il y a un regain de religiosité qui pousse les gens à faire ce qu'ils veulent. Ils ne se posent pas de questions, à l'abri à l'ombre des lois de la République.
Et donc, l'autorité en elle-même, le gouvernement, les autorités en général, sont mises en demeure de faire appliquer les lois, parce que finalement, la constitution algérienne n'interdit pas à la femme de faire son jogging, Faramdan ou la femme Faramdan. Personne n'a le droit de demander à une femme d'aller en cuisine. Ce n'est pas sa place, la femme en cuisine. Je suis désolé, on n'est pas là pour fixer les gens dans ce qu'ils doivent faire. Il y a la volonté de certains de régenter la société dès qu'il est dicté des lois, dicté des comportements. Il nous appartient à nous tous de dire non à ces pratiques, à les dénoncer, comme on a dénoncé tout à l'heure ce qui s'est passé pour les journalistes dans l'affaire de la cocaïne. Je pense qu'il faut une action nettement plus importante qu'un jogging. C'est symbolique, c'est magnifique, c'est bien et tout. Mais il faut faire plus, Mais Hassan, justement, moi j'essaie justement, à mon avis, il y a deux sujets. Il y a le sujet de la violence contre les femmes, et moi ce qui me perturbe, c'est que souvent, et même le plus souvent, ce sujet il est traité comme un fait divers. Un fait divers à chaque fois. Ouais. Et alors que c'est pour ça que pour moi il est important que les hommes commencent par eux-mêmes faire leur propre autocritique sur le. Par ailleurs, le fait que les gendarmes n'aient pas pris sa plainte, c'est pas quelque chose de nouveau. En fait, c'est la norme. Quand on parle avec les femmes qui font les formations dans les DAS pour accueillir les femmes victimes de violences, les femmes battues par leur mari ou par leur frère ou leur père, c'est constamment comme ça. Et même si le gendarme est une femme, ou parfois c'est pas le gendarme, c'est le juge, ils vont tous faire en sorte pour dire ou là pourquoi, et ils vont essayer de les rabibocher, etc., au lieu de faire appliquer la loi. Deuxièmement, le sujet de l'intolérance. Non, c'était pas ça que je voulais dire. Oui, qu'est-ce que tu voulais dire? Hassan voulait parler du gendarme de tout à l'heure. Non, moi je voulais, parce que c'est très dur tout ce que nous sommes en train de raconter. Radio 1, on aurait voulu s'associer à d'autres initiatives plus festives et moins dramatiques. Mais je voulais dire qu'une autre Algérie était possible. Cette semaine, les collaborateurs d'Interface Média, dont les collaborateurs de Radio M, ont participé à une tuisa dans un restaurant, dans un quartier populaire d'Alger, à Belouizdad, pour préparer le ftour. Et donc on était tous à la cuisine et dans la salle pour le ftour. Et c'est un mélange, et à ce moment-là, il y a une autre Algérie possible. Et il y avait des femmes et des hommes, des jeunes filles, des jeunes garçons, qui ont travaillé pour préparer le ftour à des gens qui avaient besoin de ce ftour-là pendant des heures et tout ça. Et ça s'est passé dans une excellente ambiance, et on a juste besoin de déplacer les codes. Je sais pas, c'est le cadre de la famille, si on sort de ce cadre-là, d'autres relations entre les hommes et les femmes, une autre, peut-être le machisme dominant peut être estompé. Et de ce point de vue-là, Ramadan peut apporter aussi ce type de solution pour ne pas tout jeter sur Ramadan. Non, c'est vrai que ne pas jeter tout sur Ramadan, mais c'est vrai qu'il faut dire que moi je connais Qadi Hassan depuis 20 ans, et c'est la première fois que je fais l'expérience inoubliable d'éplucher des pommes de terre. Ensemble 10 kilos de pommes de terre, donc c'était très sympa. Par ailleurs, pour ce qui est de Ramadan, moi je trouve qu'il y a une intolérance des Algériens, que ce soit de la bigoterie ou pas, pendant Ramadan, qui m'est absolument insupportable. Ça m'est d'autant plus insupportable que nous, les musulmans, on passe notre temps à demander aux autres de nous respecter, de respecter notre religion, de ceci, de cela, etc. Alors, je sais pas, la ville de New York, je veux dire, qu'est-ce qu'il y a de plus... c'est la ville Tal-Fosq ou Al-Haram ou Al-Fajr, etc. La ville de New York a décrété quand même depuis quelques années déjà l'Eid al-Saghir, fête nationale officielle. C'est la fête de la ville. Personne ne travaille, tout le monde prend son congé. C'est une fête intégrée dans le calendrier de tout le monde. C'est chômé payé. Et c'est l'Eid al-Saghir. Alors, et nous, c'est-à-dire on supporte pas de voir quelqu'un... c'est-à-dire on prend immédiatement les choses comme une insulte, une offense, etc. à nos croyances, alors que nous sommes chez nous. Donc il faut quand même psychanalyser la société. Qu'on se regarde aussi un peu dans le miroir. Mohamed, la puissance des réseaux sociaux, ils ont prouvé, cette fois sur le côté électronique, pas que parfois la presse poubelle, mais les réseaux sociaux ont prouvé qu'ils pouvaient créer une vraie mobilisation autour de cette femme. Est-ce que c'est une bonne chose ? C'est une bonne chose, mais il n'y a pas eu vraiment une grande mobilisation pour défendre cette femme ou d'autres femmes qui ont été victimes. Parce qu'il n'y a pas eu, je pense, il n'y a pas eu que
cet Il y a eu, épisode-là. il y a eu l'appel qui a été fait par Tinina Al-Qadi à travers Radio M et qui a Non, quand il même... n'y a pas eu que 3000 femmes qui ont non, il n'y a pas eu répondu que à- cet épisode, je pense, pendant ce ramadan. Il y a eu d'autres filles qui ont été agressées. Ah bon? Je pense. Oui, alors il y a eu plusieurs. Écoutez, il y a eu plusieurs vidéos, mais le problème aussi quand on est journaliste, c'est qu'il faut qu'on vérifie, etc. Et il y a eu des vidéos. Moi, c'est ça qui m'a le plus choqué, la vérité. Bon, la jeune fille, ça m'a ému parce que c'est l'arme, etc. Mais il y a eu des vidéos hallucinantes de gens qui étaient en train de lyncher des gens dans leur voiture parce que, Ouais. soi-disant, le bruit a couru qu'ils étaient en train de manger. Moi, c'est ça que j'ai vu. J'ai pas vu d'autres L'imam vidéos. d'Oran, j'ai lu quelque chose sur l'imam un imam à Oran aussi. Il faut faire attention pour les Voilà. vidéos, donc parfois il y a des... Il y a quand même quelque chose qui est en train de changer sérieusement avec les réseaux sociaux. Nous, on ne s'attendait pas. Hein. Enfin, là, on est bien parti pour avoir beaucoup de monde samedi aux Sablettes et surtout beaucoup de femmes pour être solidaire avec Rima et dire que les femmes peuvent faire du sport dans l'heure ou les 2 heures qui précèdent le Maghreb. Mais Ou au-delà... à longueur de journée. Oui, ou à longueur de journée, mais le cas échéant, c'était ce reproche précisément qui a été fait à Rima. Mais au-delà, je pense qu'il se passe quelque chose. Maintenant, de plus en plus, à travers les réseaux sociaux, on a cette campagne sur la vente des voitures, sur la cherté des voitures, les prix quand ils sont sortis. Khaliat Tsadda, qui a pénalisé les vendeurs. On ne sait pas de combien, mais c'est clair qu'ils ont été pénalisés et qui a pénalisé le marché secondaire. Et puis, récemment, au Maroc, il y a une campagne contre Danone qui a augmenté légèrement ses prix à un moment donné. Et il y a une campagne qui est partie sur les réseaux sociaux et qui a mis par terre, depuis 6 mois, qui a mis par terre le Maroc. Il y a eu 1000 licenciements. Ça, c'est pas la bonne nouvelle de ce mouvement de boycott. Mais quand on sait qu'il y a des intérêts de la famille royale dans l'entreprise qui vend dans Danone, Maroc, on se dit que ça peut être aussi une manière politique de résister au fait du roi dans le cas du Maroc. Donc oui, les réseaux sociaux aujourd'hui peuvent donner lieu à des mouvements sociaux. Est-ce qu'on peut imaginer une chose pareille en Algérie concernant Danone, ou est-ce que c'est à écarter? Parce qu'on n'a pas encore les chiffres de cette campagne sur le boycott des véhicules neufs. Oui, on peut, oui. Les véhicules neufs en Algérie, il y a pénurie. On ne peut pas parler de boycott des véhicules neufs, alors que pour acheter un véhicule neuf, il faut attendre 6 mois, 7 mois pour l'avoir. Pour un véhicule monté en Algérie déjà. Les autorités algériennes, même la technologie, ils l'ont prise à contre-pied, donc Ouais, c'est pas ouais. possible de jouer avec les autorités C'est difficile, algériennes. c'est difficile. Absolument. Les réseaux sociaux, ils arrivent à déjouer tous les... Mais il y a aussi un problème de taux de pénétration d'Internet en Algérie. Je ne sais pas, on vit à Alger, on s'imagine Vous parfois... pensez que ce ne sont pas tous les Algériens qui sont concernés par ces appels? Je pense qu'il y a une espèce de tropisme algérois. On pense que tout est à Alger, alors que c'est faux. L'Algérie, c'est immense. Donc, d'ailleurs, c'est Bouteflika, c'est ce qu'il dit souvent. Bon, que représente la presse francophone? 500 000, c'est 600 000 lecteurs, mais c'est rien du tout. Les réseaux À l'échelle de sociaux, c'est 40 pas millions. francophone. Oui, C'est ça. mais il faut que les arabophones, déjà, les réseaux sociaux arabophones, les régions arabophones, l'intérieur du pays, je pense que l'Algérie profonde n'est pas encore sensible à ce qui se passe dans les salons algérois, entre guillemets. Donc, il faut que Mais ce on que tu dis, popularise. Hussein, c'est que c'est pas les salons algérois, les réseaux sociaux sont partout. Hein, c'est pas- Oui, ils sont partout. Oui, un peu à Khenchla, un peu, mais c'est pas. Mais non, ils mais sont je- même pas du tout. ils Mais c'est sont- des individus. Tu sais, des rats à Moi, mes l'intérieur cousines- du. Moi, je vais te dire, j'ai une cousine qui habite justement à Khenchla, puisque tu parles de Khenchla, et qui a pas pu aller à l'école parce que son père, il l'a retiré. Moi, j'aime bien revenir à mon sujet, parce que la famille, je vais oui. lier les deux. Il l'a sortie de l'école, etc. Et elle a appris à faire des gâteaux toute seule en regardant les chefs sur Internet, etc. Et elle a une page Facebook, elle a des dizaines de milliers de gens qui la... Non, c'est pas un cas. Pourquoi c'est un cas? Et toutes celles qui la suivent et qui commentent, tout est fait en derja, etc. et tout, alors que c'est assez drôle parce que c'est de la pâtisserie fine française. Hein. C'est des choses absolument absconses pour moi. Mais ça se passe, c'est même pas à Khenchla, c'est un petit douar à côté de Khenchla. Et est-ce que vous y serez au jogging de samedi? Non, parce que moi, justement, j'ai un mari très sympathique qui fait la cuisine toute la semaine. En ce moment, il Donc, est à la finalement, cuisine. samedi, Il est vous à serez à la la cuisine. cuisine. Il est à la cuisine en ce moment, ce qui me permet d'être avec tous ces hommes ici. Oui. Et samedi, c'est mon tour. Donc voilà, samedi, Daïra est à contre-courant, elle sera pas avec vous, elle sera à la cuisine. Vous vous attendez. Je suis effondré. Vous vous attendez à combien de participantes? J'espère qu'il y en aura même. Attendez, il y en a plus de 600 qui ont confirmé qu'elles y allaient Ah, quand c'est même. magnifique hein. déjà, Bah 600, oui. c'est magnifique. Hein. C'est un vrai événement. Moi, je vais pourquoi courir en tout cas. C'est un véritable événement.
Si c'est en confirmation, c'est exceptionnel. Oui, oui. Il ne faut pas une autorisation pour les sablettes, pour ce genre d'événement. On peut s'attendre au pire, hein, tout est possible. Vous ne vous attendez pas à de mauvaises surprises. C'est une vraie question. C'est une vraie question. Ça dépend du nombre de participantes. Mais C'est un jardin public, c'est pas oui. Si c'est filmé ou pas Il n'y filmé. a pas de revendication politique. Si c'est filmé ou pas filmé. Il y a par contre Prévoyez des autorisations pour filmer. Mais c'est vrai, jamais. c'est vrai que C'est c'est ça, possible. c'est vrai. Effectivement. Ouais. Ouais, c'est possible. ça. C'est Pour possible. filmer. Comment? Pour filmer, il faut prévoir des Samedi, autorisations. vous allez filmer, trouver oui, quelques filmer, comptes de la filmer, police, de la filmer, CNS. Des femmes policiers peut-être, qui sait. C'est pour protéger les femmes, peut-être. C'est pas... Donc, bonne chance pour ce jogging. Non. الواحد تجري pas خليها تصدق c'est ceux qui courent pas. الواحد تجري ce sera samedi à partir de 18h au Sablé d'Alger. Merci d'être venu Day Khadridi. Merci d'être venu Mohamed Iwanouran. Merci Hassan Mouali. Merci Hassan Qadi, Akram Khalif qui était avec nous lors de la première partie. Passez un bon week-end à mercredi prochain. Les nuits vous paraissent longues, vous ressentez de la frustration, du stress, du mal à dormir, vous êtes à bout. Détendez-vous. Réduction du temps d'endormissement, diminution des réveils nocturnes, relaxation. Une bonne nuit, ce n'est plus un rêve. Ce produit est un complément alimentaire sans dépendance disponible en pharmacie. N'hésitez pas à demander conseil à votre pharmacien. Mérinal, notre priorité, la qualité. Pour bien s'entendre, il faut bien s'écouter. Rendez-vous sur M, la petite radio du Grand Maghreb. Radio M, le café presse politique.